Ce matin, un des sujets favoris d'Emmanuel Le Chip, mais Jean-Marc Daniel, il faut savoir faire plaisir. Donc nous allons faire plaisir à Emmanuel et parler autoroute. Ça le passionne aussi. Ce matin, il va sur vos sujets pour vous faire plaisir. Mais je te dis Pourquoi on parle de ça ce matin en préparation depuis l'été? Le projet de loi cadre sur le financement des transports a été bouclé. Les péages des autoroutes devraient procurer à l'État entre 2,5 et 3 milliards d'euros de recettes annuelles et ça sera fléché en partie vers le train. D'où cette question, les autoroutes doivent-elles financer le train? Vous dites quoi, Emmanuel? Je dis certainement pas. C'est un scandale encore cette décision. D'abord parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est une taxe déguisée qui ne sera ni payée par Vinci, ni par Eiffage, mais qui sera payée tout simplement par les automobilistes. Et par quels automobilistes? Par les ménages qui n'habitent pas en ville et qui ont besoin de leur voiture, qui sera payée par les salariés qui, eux, sont contraints de prendre leur voiture, et idem pour toutes les PME qui sont dépendantes du transport routier. Donc en fait, on prétend presque taxer une rente, alors que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un impôt caché sur la mobilité et sur la mobilité de ceux qui n'ont pas le choix du moyen de transport pour se déplacer. Premier point. Ensuite, évidemment, c'est une fausse bonne idée écologique, parce que qu'est-ce qui va se passer si les péages augmentent? Tous les gens qui n'ont pas le choix pour prendre leur voiture, et je vous rappelle qu'il y a quand même 2 Français sur 3 qui disent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, ils feront quoi? Ils iront sur les nationales, ils iront sur les petites routes, ils iront encombrer les petits villages, ils auront plus d'accidents, etc. Donc ce sera une pratique évidemment anti-écologique, et puis c'est surtout une injustice territoriale flagrante, puisque les grands bénéficiaires du ferroviaire qui va se développer, c'est quoi? C'est les métropoles, c'est les zones où il y a beaucoup d'habitants, et qui va payer? C'est effectivement ceux qui ne sont pas de cette France-là. C'est la France périurbaine, là où le train est rare et inexistant. Donc en fait, on va demander à des Français qui n'ont pas de moyens, à des Français modestes, de payer pour des trains qu'ils ne verront jamais passer et qu'ils ne prendront jamais. Donc c'est antisocial, anti-écologique, anti-fiscal, c'est stupide. Jean-Marc. Non, je trouve que c'est une excellente idée. D'abord, c'est une idée ancienne. Je rappelle que la taxe sur les produits pétroliers, la TIP, a été créée en 1928 et il était explicitement indiqué qu'elle avait pour but de financer le ferroviaire, pour établir la concurrence sur le fait que les compagnies de chemin de fer de l'époque qui étaient privées, et je reviendrai là-dessus, entretenaient le réseau, faisaient fonctionner effectivement tout ce réseau, et que les utilisateurs du réseau routier, eux, ne payaient pas l'accès au réseau routier. Et Emmanuel vient de dire, écoutez, ils vont être obligés de payer parce qu'ils vont vers les autoroutes. Je rappelle quand même que l'essentiel du réseau routier, ce ne sont pas des autoroutes. L'essentiel du réseau routier, c'est un réseau qui est accessible de façon totalement gratuite. Donc, je pense que l'idée de faire une sorte de rétablissement d'une forme de concurrence entre le fer et la route au travers d'un versement de la route vers le fer est tout à fait pertinente. Deuxièmement, je pense que cette idée est d'autant plus pertinente que, comme le rappelle régulièrement la SNCF quand on prend ces trains, vous avez choisi le moyen de transport le plus écologique. Et donc, effectivement, c'est incontestable. Une fois que la voie de chemin de fer est installée, parce qu'installer une voie de chemin de fer, ça coûte sur le plan d'émissions à gaz à effet de serre, mais une fois qu'elle est installée, sur le plan marginal, là, c'est effectivement le transport le plus écologique. Le seul bémol que je pourrais mettre, c'est que il ne faut pas que ça devienne une subvention, non pas à l'écologie, mais une subvention à la rente. Parce qu'on vient de décrire les négociations salariales qui ont lieu en ce moment à la SNCF. Oui, il y a des demandes d'augmentation, plus 12% voilà. Ou plus 500 €, c'est les deux demandes. Voilà, exactement. En disant la SNCF fait des bénéfices, je dis la SNCF ne fait pas de bénéfices. Il y a de l'argent à la SNCF parce que la direction du budget a mal calculé la subvention. Si elle calculait bien la subvention, compte tenu du fait qu'elle est aux alentours de 20 milliards, elle devrait être de 18 milliards, puisqu'il y a 2 milliards qui sont en bénéfices affichés par la SNCF. Et donc, je pense que tout ça doit s'inscrire dans une logique qui est une logique qui dépasse les événements immédiats et dans une logique où on rend à la SNCF ce qu'elle était en 1928, c'est-à-dire un réseau privé. Juste, Emmanuel, si c'est pas la route qui finance les investissements pour le rail, c'est qui ? C'est les impôts. C'est de tout le monde. Oui, mais attendez, prenez par exemple les aéroports. Je veux dire, on n'a pas demandé aux compagnies aériennes de financer les aéroports. Pourquoi la SNCF serait la seule à devoir financer la route? On n'a pas demandé. C'est l'inverse. Le rail. Le rail, pardon. On n'a pas demandé non plus aux transporteurs routiers de payer les travaux pour la route. Or, on leur demande au travers de on demande à la SNCF, on a demandé à la SNCF d'autofinancer ces investissements. Donc on n'est pas dans le même cas. Moi, je voudrais interpeller Jean-Marc sur 2 points quand même. Quand il nous dit oui, la taxe sur les produits pétroliers, elle a été créée au départ pour financer le train. Mais est-ce que
ça a été le cas? Est-ce qu'elle n'a pas été détournée, cette taxe, de ses intentions? Parce que c'est ça aussi la menace que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est le détournement de taxes. C'est-à-dire qu'on nous dit que cette taxe, elle va servir à financer le rail. Et puis ça va dans la caisse, point. Mais voilà, et qui nous dit que ce sera vraiment le cas? Alors, historiquement, effectivement, assez vite, elle est devenue une recette du budget général. Ah oui. Mais le véritable enjeu, je maintiens là aussi. On ne sait pas flécher. C'est, voilà, d'abord, et puis qu'il y a quand même la représentation nationale. C'est quand même aux députés de faire leur travail et de faire en sorte que des impôts qui sont votés avec un objectif soient effectivement utilisés à cet objectif. Compliqué. On ne sait pas flécher en France les impôts. Non, on ne sait pas flécher, mais c'est pour ça que le vrai... d'abord, le vrai sujet, c'est pas le TGV. Le vrai sujet, c'est les transports ferroviaires du quotidien, puisque le TGV est autonome et le TGV gagne bien sa vie avec des prix des billets dont on dit suffisamment souvent qu'ils sont sans doute un peu trop élevés, mais c'est la réalité économique de l'équation financière TGV. Et le sujet, après, c'est comment faire autrement que faire du vieux, vouloir faire du neuf avec du vieux sur les petites lignes régionales. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, la réflexion pour moderniser ce service public, mais qui n'est pas forcément exercé par le public. Voilà, comment on peut redevenir majeur sans penser mettre de l'argent bêtement sur des vieilles façons de faire du rail régional. Et là, vous répondez, Jean-Marc, privatisation. Voilà. Il faut avoir une vision cohérente dans laquelle on rétablit la concurrence en demandant un effort à la route, puisque de toute façon, aux automobilistes, puisque de toute façon, ils ne paient pas la route. Et symétriquement, on demande un effort à la SNCF en abaissant les rentes par la concurrence et la privatisation.